Connaît-on vraiment les gens qui nous entourent? Derrière le masque qu'elle présente en société, chaque personne a ses petits secrets, ses zones d'ombre. Ainsi en était-il du couple que formaient April et Justin Barber. Pour leurs amis et leur famille, ils reflétaient l'image du bonheur, de la réussite. Mariés depuis 3 ans, bénéficiant tous les deux d'une situation professionnelle confortable, le couple avait tout pour être heureux. Ils étaient beaux, jeunes et avaient la vie devant eux. Il ne manquait plus qu'April fût enceinte pour que leur bonheur soit réellement parfait. Et pourtant, en creusant dans leur vie, les policiers vont voir que la belle façade qu'offrait le couple s'effritait petit à petit. C'était une chaude nuit d'août à Jacksonville, en Floride. April et Justin Barber avaient toutes les raisons d'être heureux ce soir-là. Ils fêtaient leur 3e anniversaire de mariage et April était sur le point de finir sa formation de technicienne en radiologie. April Barber avait choisi comme voie l'oncologie et plus particulièrement la radiothérapie destinée aux personnes atteintes d'un cancer. Elle-même avait perdu sa mère de cette maladie. Justin aussi avait une bonne nouvelle. Il venait de décrocher un emploi d'analyste financier au sein d'une grande entreprise de bois de construction. C'était quelqu'un de très bien, intelligent, qui avait réussi. Il avait vraiment tout pour lui. Même chose pour ma sœur. Qui se ressemble, s'assemble, j'imagine. Le couple célèbre son anniversaire de mariage dans un restaurant italien. Après le dîner, les amoureux vont se balader sur la plage. Mais leur soirée romantique bascule quand un homme essaie de leur soutirer de l'argent en pointant une arme sur eux. Filez-moi votre fric et vos bijoux. April détourne l'attention de l'homme. Justin tente de saisir l'arme. Des coups partent. C'est la dernière chose dont Justin se souvienne. Quand il reprend connaissance, il comprend qu'on lui a tiré dessus. Il saigne. Il se relève et trouve April inconsciente, le visage dans l'eau. Justin traîne April sur 90 mètres en direction de leur voiture. Mais avec ses blessures, il lui est impossible de porter April pour monter les escaliers. Alors il la laisse en bas des marches et récupère sa voiture pour chercher des secours. À quelques kilomètres de là, il arrête un automobiliste. Quelle est votre urgence? Un homme est blessé. Il est conscient? Pour l'instant, oui. Il a été blessé par balle? Je ne sais pas, soit ça, soit poignardé. Je peux pas dire. Justin informe les ambulanciers qu'April est en bas sur la plage. Mais à leur arrivée, elle est morte, abattue d'une balle en pleine tête. J'ai été prévenue que ma sœur avait été abattue. Ça a été le choc. Je ne me serais jamais attendue à ça. Aux urgences de l'hôpital, les médecins soignent Justin, qui a reçu 4 balles. Il survit, mais il est incapable de fournir une bonne description du tireur. Justin n'avait pas vu son visage, il faisait trop sombre. Et c'était vrai, il faisait trop nuit pour y voir quoi que ce soit. Sur la plage, les indices sont maigres. Les seules traces que retrouve la police sont celles laissées par le corps d'April dans le sable quand Justin l'a traîné. Qui plus est, la marée monte. L'océan aura bientôt entièrement nettoyé la scène de crime. À première vue, il s'agit d'une tentative de vol qui a mal tourné. Justin et April se sont fait agresser par un homme pendant leur promenade sur la plage et ce dernier a tiré sur le couple. Pourtant, le vol ne paraît pas être le mobile. Quand ils ont examiné le corps d'April Barber, elle avait toujours ses bijoux sur elle, une bague de valeur, des boucles d'oreilles et sa montre. S'il était là pour les voler, pourquoi n'a-t-il rien pris? Lors de l'autopsie, le médecin légiste découvre de l'écume autour de la bouche d'April. Elle avait encore de l'écume autour du nez et aussi de la bouche. La présence de cette mousse est due aux dégâts causés par l'eau de mer sur la plèvre. Le docteur Steiner constate également que le sang provenant de la blessure par balle d'April recouvre l'écume.
Cela indique qu'April a failli se noyer, mais qu'elle était encore vivante quand elle s'est fait tirer dessus. Mes conclusions étaient qu'elle a connu un épisode de quasi-noyade non mortelle et qu'ensuite on lui a tiré dessus alors qu'elle était encore vivante. Si la noyade l'avait tuée, il n'y aurait eu aucune réaction vitale à la blessure par balle. Il n'y aurait pas eu d'hémorragie des sinus. Pourquoi les résultats de l'autopsie ne coïncident-ils pas avec la version de l'agression donnée par Justin? Il venait de vivre un événement traumatisant. Si ce qu'il disait était vrai, c'était quelqu'un qui venait de perdre sa femme et avait pris 4 balles. Ça n'a rien d'étonnant en soi qu'une personne ayant vécu ce type d'expérience soit incapable de fournir des détails. Suite à l'agression, Justin a dû passer 2 jours à l'hôpital. Un psychologue est alors venu à son chevet et dans son rapport, il décrit l'homme comme dévasté par la perte de sa femme et éprouvant un grand sentiment de culpabilité de l'avoir abandonné pour aller chercher de l'aide. Selon l'expert, il est possible que Justin soit atteint d'un stress post-traumatique. Justin est-il donc victime de ce trouble? Et si oui, la mémoire lui reviendra-t-elle? C'est en tout cas ce qu'espèrent les enquêteurs. Une fois remis de ses blessures, Justin parvient à fournir une description plus précise de l'agresseur. Grâce à celle-ci, la police dresse le portrait robot de l'homme. Il était plus grand que moi. Plus lourd aussi, mais pas gros. Il était simplement costaud. Et il portait un t-shirt foncé. Il était ample. Il avait quelque chose sur la tête, une casquette foncée. Le portrait robot ressemble à s'y méprendre à un homme connu de la police locale, David Allen Shuey, 30 ans, arrêté plusieurs fois pour des agressions sexuelles. Il se trouve que l'individu aurait même déjà commis une agression sous la menace d'une arme à feu sur la plage où Justin et April ont été attaqués. Il était descendu sur la plage en quête d'une femme. La victime se faisait bronzer les seins nus sur la plage. Un homme est arrivé et s'est posté face à elle avec une arme, certainement dans l'intention de l'agresser sexuellement. Par chance, la victime réussit à s'échapper. Elle identifiera Shuey comme étant son agresseur. La police interroge alors David Shuey sur ses faits et gestes la nuit du meurtre d'April Barber. Il nie toute implication et affirme avoir un alibi. On a vérifié toutes ses cartes de crédit parce qu'il avait commis des viols un peu partout dans le pays, malheureusement. Et ces relevés nous ont appris qu'il vivait dans le Connecticut avec sa fiancée quand le meurtre s'est produit. Donc on savait avec certitude qu'il ne pouvait pas être l'agresseur. Ce premier suspect écarté, les enquêteurs s'intéressent ensuite de plus près à Justin Barber. J'ai parlé à Justin, je lui ai demandé comment allait son mariage. Tout allait très bien d'après lui. À la question « Avez-vous déjà eu une liaison ?» il a répondu « Non, jamais ». Mais en creusant, les enquêteurs découvrent que Justin avait une liaison extra-conjugale avec sa partenaire de tennis, Shannon Kennedy. Je lui ai dit « Justin, voilà le topo. Shannon est à côté et elle prétend que vous aviez tous les deux une liaison. Alors je vais la faire venir et on va voir ça ensemble. » Il m'a dit « Non, pas la peine, c'est vrai. Ne la mêlez pas à ça. » C'était quand même étrange que ce type mente sur un sujet pareil. Sa femme était morte, pourquoi mentir à quelqu'un qui essayait de l'aider? S'il mentait là-dessus, il avait peut-être d'autres choses à cacher. Les amis d'April confient à la police que la jeune femme était au courant de l'aventure de son mari. Elle en parlait à quiconque voulait bien l'écouter. Justin a une liaison, je le sais. Il me l'a avoué quand je l'ai questionné. Il est apparu qu'à cette époque, il ne fréquentait qu'une autre femme, mais en 3 ans de mariage, il avait eu au moins 5 relations extra-conjugales. La police demande à Justin Barber l'autorisation de fouiller son domicile. Il accepte sans rechigner. Il leur remet même son ordinateur. Il avait tout mis dans un carton pour le donner aux inspecteurs à leur arrivée. L'ordinateur de Justin est transmis à Chris Hendry du département d'informatique médico-légale de Floride. J'ai fait une copie du disque dur de l'ordinateur personnel de Justin. Ensuite, j'ai cherché tout ce qui avait pu être effacé, c'est-à-dire les dossiers et les fichiers supprimés. L'une des premières choses qui saute aux yeux de Chris Hendry est que Justin a téléchargé une chanson sur son ordinateur quelques heures avant la mort de sa femme.
Les paroles étaient violentes. Ça parlait de meurtre. Il s'agit d'une chanson du groupe Guns N' Roses intitulée « I Used to Love Her ». Les paroles disent « Je l'ai aimée, mais j'ai été forcé de la tuer. Elle me rendait dingue. Je suis bien plus heureux comme ça. » Étrangement, il avait supprimé le fichier quelques heures avant de nous confier sa machine. S'agit-il d'une simple coïncidence? Après tout, ce n'est qu'une chanson. Justin Barber a raconté à la police qu'un voleur avait tué sa femme d'une balle dans la tête et lui avait tiré dessus à 4 reprises alors qu'il se promenait sur la plage. Il affirme avoir perdu connaissance et trouvé sa femme à son réveil, face contre terre, le visage dans l'eau. Je l'ai vue, elle était immergée. L'eau n'était pas très haute. J'ai couru vers elle et je l'ai attrapée. Mais les preuves médico-légales contredisent certains aspects de la version de Justin. Elle avait des traces d'abrasion, de petites abrasions sur la clavicule, près de l'oreille et sur la nuque. Ces traces permettaient de penser qu'on avait exercé une force ou une pression à ces endroits de son corps. Pouvait-on imaginer que quelqu'un lui avait maintenu la tête dans l'eau? Oui. Et dans l'ordinateur de Justin, les experts en informatique de la police trouvent un mobile potentiel. Apparemment, Justin jouait en bourse sur Internet et ses résultats n'étaient pas florissants. On a regardé ses transactions. Il était dans le rouge de 50 ou 60 000 $. Aucun de ses investissements n'avait rapporté et il avait perdu une belle somme d'argent. Pour couvrir ses pertes, Justin avait emprunté de l'argent en faisant un crédit à la consommation à des taux d'intérêt élevés. Sa situation pouvait difficilement être pire. Il empruntait à 21% pour couvrir ses pertes en bourse. Justin Barber aurait dû se montrer un peu plus avisé avec l'argent. En plus, à l'époque, les taux des prêts hypothécaires étaient bas. Ce n'est pas anodin venant de quelqu'un qui est diplômé en finance et a un MBA des affaires. Et puis, il faut aussi tenir compte du fait que le surendettement joue sur l'état mental des gens. Ça a des effets psychologiques. Si les comptes de Justin étaient dans le rouge, April, elle, gagnait déjà bien sa vie. En fin de formation, elle touchait un salaire annuel de 140 000 $. Justin ne pouvait toutefois pas compter sur cette somme pour éponger ses dettes. Le couple s'était marié sous le régime de la séparation des biens. Chacun disposait donc de son propre compte bancaire. Et il n'y avait pas que leurs finances qui éloignaient April et Justin. Depuis quelque temps, en effet, les jeunes mariés vivaient séparément. April habitait dans une maison à Covington, en Géorgie, non loin du centre médical dans lequel elle travaillait. Justin, quant à lui, occupait un petit appartement à Jacksonville, en Floride. Il avait récemment trouvé un emploi d'analyste dans cette ville. Le couple se rejoignait seulement le week-end. April effectuant le trajet pour aller retrouver Justin. Autre fait troublant, les enquêteurs découvrent qu'April avait souscrit une assurance vie de 2 millions de $. Cette assurance devait servir à l'origine à protéger son jeune frère et sa sœur, dans l'éventualité de son décès. Nous n'avions plus ni notre mère ni notre père. April se sentait responsable de nous. Elle voulait nous protéger au cas où il lui arriverait quelque chose. Justin était au courant pour cette assurance. Il savait que c'était la raison principale qui l'avait poussé à la prendre. Mais sur le papier, Justin en est l'unique bénéficiaire, ce qui signifie qu'il peut faire ce qu'il veut de cet argent. Est-ce cela qui l'a poussé à tuer sa femme? Et à se tirer ensuite 4 balles dans le corps pour couvrir son crime? C'était risqué, mais certaines personnes sont prêtes à tout pour 2 millions. Au moyen d'une lampe à UV, Jerry Findlay, expert de la police scientifique spécialisé dans la reconstitution des scènes de crime, examine la chemise portée par Justin le soir du meurtre. Il y avait des résidus de tir visibles dessus, ou du moins ça y ressemblait. Je voulais voir leur étendue et leur orientation à la lumière ultraviolette. La présence de résidus de tir n'a rien d'étonnant si Justin se trouvait à proximité de son agresseur. En revanche, la localisation des blessures sur le corps de Justin a quelque chose d'étrange. Une balle a traversé sa main gauche.
Les 3 autres l'ont atteint à des endroits notablement éloignés de tout organe vital et des os. C'est une coïncidence troublante. Les enquêteurs font aussi analyser les vêtements d'April et mettent le doigt sur une autre incohérence. Justin affirme avoir porté le corps d'April sur 90 mètres jusqu'en bas des escaliers après que leur agresseur leur a tiré dessus. Une des balles l'avait atteint à la main gauche. Donc sa main devait saigner, et même abondamment. On aurait dû retrouver du sang partout sur le haut d'April Barber, au niveau de la taille et sur son pantalon. Cela n'a pas été le cas. Si elle s'était fait tirer dessus, elle aurait dû saigner. Or, elle n'avait pas de sang, ni sur le corps, ni sur ses vêtements. Et lui n'en avait pas non plus sur les siens. C'est suffisamment parlant, je pense. Au vu de la coulée de sang autour de la blessure, les enquêteurs sont capables de dire avec certitude qu'April n'a en aucun cas été déplacé après avoir reçu la balle qui lui a été fatale. Les traces de sang sur April Barber étaient orientées dans une seule direction, côté gauche, où se situait la blessure. Si le corps avait été déplacé et secoué, le sang aurait changé de direction. Enfin, un autre détail intrigue les inspecteurs. Pourquoi Justin n'a-t-il pas utilisé le téléphone mobile d'April qui se trouvait à l'intérieur de son sac à main, dans la voiture? Il aurait pu appeler avec le portable de sa femme, mais il devait se débarrasser de l'arme. Malheureusement, la police ne retrouvera pas l'arme du crime. La route empruntée par Justin était bordée par une épaisse végétation. Mais dans l'ordinateur de Justin, elle va dénicher un nouvel élément de preuve accablant contre le mari de la victime. Un élément presque aussi précieux que l'arme du crime. Les experts en informatique de la police scientifique retrouvent des emails prouvant ces multiples liaisons extra-conjugales ainsi que des relevés financiers qui montrent qu'il était lourdement endetté. Mais ce n'est pas tout. Les mêmes experts s'aperçoivent que Justin a effectué des recherches troublantes sur Internet dans les semaines et les mois qui ont précédé le meurtre d'April. Justin semblait particulièrement intéressé par les blessures par balle non mortelles, notamment du côté droit de la poitrine. Quelles sont les chances qu'une personne ayant entré sur Internet les termes blessure par balle du côté droit de la poitrine se fasse accidentellement tirer dessus à cet endroit 6 mois plus tard? Moi, je n'y crois pas. La théorie de l'accusation est qu'après avoir appris l'infidélité de son mari et ses problèmes financiers, April Barber avait décidé de divorcer. Je crois qu'April Barber connaissait la gravité de sa situation financière. Elle a dit à ses proches que son mariage était voué à l'échec. Elle avait essayé à de nombreuses reprises de le sauver ou d'arranger les choses avec Justin, mais ça n'avait rien changé. L'accusation est également convaincue que Justin cherchait à mettre la main sur les 2 millions de son assurance vie. Alors, il a cherché sur Internet comment se blesser avec une arme à feu sans risquer de causer des dégâts irréparables. Justin pensait que s'il arrivait lui-même blessé à l'hôpital, tout le monde croirait à son histoire d'agression par un voleur. Justin Barber voulait tout avoir. D'après moi, il avait l'intention au départ d'amener lui-même sa femme à l'hôpital dans son véhicule pour passer pour un héros, en même temps qu'une victime. Il aurait encaissé l'argent, tout le monde l'aurait plaint et il aurait continué sa vie normalement. Mais le sort en a décidé autrement. On dit que quand on commet un meurtre, on fait au moins 30 erreurs, et on ne se souvient que de 5. Sa première erreur, ce soir-là, a eu lieu peu après 17h quand Justin télécharge la chanson des Guns N' Roses « I Used to Love Her ». Je l'ai aimée, mais j'ai été forcé de la tuer. La chanson se poursuit ainsi. « Je sais qu'elle me manquera. C'est pour ça que je dois la garder avec moi. Elle est enterrée dans mon jardin. » Justin l'a téléchargée à peine 5 heures avant le meurtre de sa femme. L'expert en informatique Christopher Hendry précise à la police que le jour du meurtre, Justin a téléchargé 15 autres chansons. Parmi celles-ci, on retrouve une autre chanson des Guns N' Roses, November Rain, La pluie de novembre, qui parle d'une rupture amoureuse. Et d'autres encore évoquant le changement de vie, l'excitation, mais aussi la violence. Doit-on y voir la succession des sentiments ressentis par Paul lors de cette nuit fatale?
Et pourquoi parmi ces 16 chansons, Paul n'a-t-il effacé que la chanson « Je l'aimais », la seule à parler ouvertement de meurtre? Eh bien, pour les policiers, il ne peut s'agir d'une coïncidence. À quelle heure a-t-on réservé? L'accusation pense que pendant le dîner, April a fait savoir à Justin qu'elle voulait divorcer. Après le dîner, Justin a convaincu April d'aller se promener sur la plage, peut-être en lui promettant de poursuivre leur conversation, en faisant semblant d'être d'accord avec elle sur l'idée d'un divorce à l'amiable. Mais son plan a très vite déraillé. Peut-être April a-t-elle eu un pressentiment ou vu son arme. Quelle qu'en soit la raison, il y a eu lutte. Justin l'a maîtrisée et lui a maintenu la tête sous l'eau jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Il l'a ensuite transportée en direction de la voiture. S'il n'y a pas eu transfert de sang, c'est parce qu'aucun des deux ne saignait encore à ce moment-là. Il l'abat ensuite d'une balle mortelle en pleine tête. Le sang entraîné par cette blessure se superpose à l'écume produite par la quasi-noyade. Justin se tire ensuite dessus à 4 reprises. Il prend soin de ne toucher aucun organe vital, ni aucun os. Mais la douleur l'empêche de porter le corps d'April en haut de l'escalier comme il avait prévu de le faire initialement. Il doit alors improviser. Il n'a pas d'autre choix que de laisser le corps d'April sur place. Justin se débarrasse de l'arme du crime quelque part le long de la nationale et reprend ses esprits. Il imagine une histoire qui permettrait d'expliquer la présence d'eau dans les poumons d'April. Il roule pendant 15 km et passe devant de nombreuses habitations et commerces avant d'arrêter un autre automobiliste pour lui demander d'appeler les secours. Justin a dit qu'il ne voulait pas sonner à la porte d'une maison pour ne pas risquer de réveiller et effrayer une personne âgée. Enfin, son erreur fatale aura peut-être été de chercher à supprimer de son ordinateur la fameuse chanson des Guns N' Roses qu'il avait téléchargée le jour du meurtre, 1 heure à peine avant de remettre sa machine à la police. C'est dur d'entendre que c'est lui qui a fait ça. J'avais confiance en lui, je l'admirais. Ça me rend triste. Pas un jour ne passe sans que je pense à ma sœur. En juin 2006, Justin Barber est jugé pour le meurtre avec préméditation de sa femme April. Les preuves scientifiques accumulées contre lui sont irréfutables. Il est déclaré coupable et condamné à la prison à vie. Les enquêteurs le décrivent comme l'un des assassins les plus inhabituels et les plus froids auxquels il n'ait jamais été confronté. Les gens comme Justin Barber sont des sociopathes, des êtres narcissiques. Il faut toujours que tout aille dans leur sens. Il voulait s'épargner les stigmates d'un divorce. Il n'y avait pas de tiers témoin de la scène, uniquement la défunte et son meurtrier. C'étaient les 2 seules personnes présentes sur cette plage. Alors toute l'affaire reposait sur les experts. Les indices matériels contenaient toute la vérité. Une fois relevés et analysés, les experts les ont confrontés à la version de Justin Barber et en ont conclu qu'il mentait. Justin, ancien étudiant adulé, athlète star de la faculté au charme et au charisme ravageur, a finalement révélé son vrai visage, celui d'un être narcissique, tueur au sang-froid. Simplement, pour rembourser ses dettes, il a ôté la vie d'une personne exemplaire qui n'aspirait qu'à faire le bien autour d'elle. April s'était en effet tournée vers des études médicales pour venir en aide aux personnes malades. Après le décès de leur mère, elle s'était occupée avec dévotion de ses plus jeunes frères et sœurs. Pendant le procès, la mère du meurtrier a déclaré « Les valeurs familiales signifiaient beaucoup pour Justin. Lui-même était très attaché à cette notion. » Pourtant, entre l'argent et le bonheur de la famille d'April, Justin n'aura pas hésité bien longtemps. Cette émission est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir suivi en ma compagnie et espère pouvoir vous retrouver très prochainement pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles.
Connaît-on vraiment les gens qui nous entourent? Derrière le masque qu'elle présente en société, chaque personne a ses petits secrets, ses zones d'ombre. Ainsi en était-il du couple que formaient April et Justin Barber. Pour leurs amis et leur famille, ils reflétaient l'image du bonheur, de la réussite. Mariés depuis 3 ans, bénéficiant tous les deux d'une situation professionnelle confortable, le couple avait tout pour être heureux. Ils étaient beaux, jeunes et avaient la vie devant eux. Il ne manquait plus qu'April fût enceinte pour que leur bonheur soit réellement parfait. Et pourtant, en creusant dans leur vie, les policiers vont voir que la belle façade qu'offrait le couple s'effritait petit à petit. C'était une chaude nuit d'août à Jacksonville, en Floride. April et Justin Barber avaient toutes les raisons d'être heureux ce soir-là. Ils fêtaient leur 3e anniversaire de mariage et April était sur le point de finir sa formation de technicienne en radiologie. April Barber avait choisi comme voie l'oncologie et plus particulièrement la radiothérapie destinée aux personnes atteintes d'un cancer. Elle-même avait perdu sa mère de cette maladie. Justin aussi avait une bonne nouvelle. Il venait de décrocher un emploi d'analyste financier au sein d'une grande entreprise de bois de construction. C'était quelqu'un de très bien, intelligent, qui avait réussi. Il avait vraiment tout pour lui. Même chose pour ma sœur. Qui se ressemble, s'assemble, j'imagine. Le couple célèbre son anniversaire de mariage dans un restaurant italien. Après le dîner, les amoureux vont se balader sur la plage. Mais leur soirée romantique bascule quand un homme essaie de leur soutirer de l'argent en pointant une arme sur eux. Filez-moi votre fric et vos bijoux. April détourne l'attention de l'homme. Justin tente de saisir l'arme. Des coups partent. C'est la dernière chose dont Justin se souvienne. Quand il reprend connaissance, il comprend qu'on lui a tiré dessus. Il saigne. Il se relève et trouve April inconsciente, le visage dans l'eau. Justin traîne April sur 90 mètres en direction de leur voiture. Mais avec ses blessures, il lui est impossible de porter April pour monter les escaliers. Alors il la laisse en bas des marches et récupère sa voiture pour chercher des secours. À quelques kilomètres de là, il arrête un automobiliste. Quelle est votre urgence? Un homme est blessé. Il est conscient? Pour l'instant, oui. Il a été blessé par balle? Je ne sais pas, soit ça, soit poignardé. Je peux pas dire. Justin informe les ambulanciers qu'April est en bas sur la plage. Mais à leur arrivée, elle est morte, abattue d'une balle en pleine tête. J'ai été prévenue que ma sœur avait été abattue. Ça a été le choc. Je ne me serais jamais attendue à ça. Aux urgences de l'hôpital, les médecins soignent Justin, qui a reçu 4 balles. Il survit, mais il est incapable de fournir une bonne description du tireur. Justin n'avait pas vu son visage, il faisait trop sombre. Et c'était vrai, il faisait trop nuit pour y voir quoi que ce soit. Sur la plage, les indices sont maigres. Les seules traces que retrouve la police sont celles laissées par le corps d'April dans le sable quand Justin l'a traîné. Qui plus est, la marée monte. L'océan aura bientôt entièrement nettoyé la scène de crime. À première vue, il s'agit d'une tentative de vol qui a mal tourné. Justin et April se sont fait agresser par un homme pendant leur promenade sur la plage et ce dernier a tiré sur le couple. Pourtant, le vol ne paraît pas être le mobile. Quand ils ont examiné le corps d'April Barber, elle avait toujours ses bijoux sur elle, une bague de valeur, des boucles d'oreilles et sa montre. S'il était là pour les voler, pourquoi n'a-t-il rien pris? Lors de l'autopsie, le médecin légiste découvre de l'écume autour de la bouche d'April. Elle avait encore de l'écume autour du nez et aussi de la bouche. La présence de cette mousse est due aux dégâts causés par l'eau de mer sur la plèvre. Le docteur Steiner constate également que le sang provenant de la blessure par balle d'April recouvre l'écume.
Cela indique qu'April a failli se noyer, mais qu'elle était encore vivante quand elle s'est fait tirer dessus. Mes conclusions étaient qu'elle a connu un épisode de quasi-noyade non mortelle et qu'ensuite on lui a tiré dessus alors qu'elle était encore vivante. Si la noyade l'avait tuée, il n'y aurait eu aucune réaction vitale à la blessure par balle. Il n'y aurait pas eu d'hémorragie des sinus. Pourquoi les résultats de l'autopsie ne coïncident-ils pas avec la version de l'agression donnée par Justin? Il venait de vivre un événement traumatisant. Si ce qu'il disait était vrai, c'était quelqu'un qui venait de perdre sa femme et avait pris 4 balles. Ça n'a rien d'étonnant en soi qu'une personne ayant vécu ce type d'expérience soit incapable de fournir des détails. Suite à l'agression, Justin a dû passer 2 jours à l'hôpital. Un psychologue est alors venu à son chevet et dans son rapport, il décrit l'homme comme dévasté par la perte de sa femme et éprouvant un grand sentiment de culpabilité de l'avoir abandonné pour aller chercher de l'aide. Selon l'expert, il est possible que Justin soit atteint d'un stress post-traumatique. Justin est-il donc victime de ce trouble? Et si oui, la mémoire lui reviendra-t-elle? C'est en tout cas ce qu'espèrent les enquêteurs. Une fois remis de ses blessures, Justin parvient à fournir une description plus précise de l'agresseur. Grâce à celle-ci, la police dresse le portrait robot de l'homme. Il était plus grand que moi. Plus lourd aussi, mais pas gros. Il était simplement costaud. Et il portait un t-shirt foncé. Il était ample. Il avait quelque chose sur la tête, une casquette foncée. Le portrait robot ressemble à s'y méprendre à un homme connu de la police locale, David Allen Shuey, 30 ans, arrêté plusieurs fois pour des agressions sexuelles. Il se trouve que l'individu aurait même déjà commis une agression sous la menace d'une arme à feu sur la plage où Justin et April ont été attaqués. Il était descendu sur la plage en quête d'une femme. La victime se faisait bronzer les seins nus sur la plage. Un homme est arrivé et s'est posté face à elle avec une arme, certainement dans l'intention de l'agresser sexuellement. Par chance, la victime réussit à s'échapper. Elle identifiera Shuey comme étant son agresseur. La police interroge alors David Shuey sur ses faits et gestes la nuit du meurtre d'April Barber. Il nie toute implication et affirme avoir un alibi. On a vérifié toutes ses cartes de crédit parce qu'il avait commis des viols un peu partout dans le pays, malheureusement. Et ses relevés nous ont appris qu'il vivait dans le Connecticut avec sa fiancée quand le meurtre s'est produit. Donc on savait avec certitude qu'il ne pouvait pas être l'agresseur. Ce premier suspect écarté, les enquêteurs s'intéressent ensuite de plus près à Justin Barber. J'ai parlé à Justin, je lui ai demandé comment allait son mariage. Tout allait très bien d'après lui. À la question « Avez-vous déjà eu une liaison ?» il a répondu « Non, jamais ». Mais en creusant, les enquêteurs découvrent que Justin avait une liaison extra-conjugale avec sa partenaire de tennis, Shannon Kennedy. Je lui ai dit « Justin, voilà le topo. Shannon est à côté et elle prétend que vous aviez tous les deux une liaison. Alors je vais la faire venir et on va voir ça ensemble. » Il m'a dit « Non, pas la peine, c'est vrai. Ne la mêlez pas à ça. » C'était quand même étrange que ce type mente sur un sujet pareil. Sa femme était morte, pourquoi mentir à quelqu'un qui essayait de l'aider? S'il mentait là-dessus, il avait peut-être d'autres choses à cacher. Les amis d'April confient à la police que la jeune femme était au courant de l'aventure de son mari. Elle en parlait à quiconque voulait bien l'écouter. Justin a une liaison, je le sais. Il me l'a avoué quand je l'ai questionné. Il est apparu qu'à cette époque, il ne fréquentait qu'une autre femme, mais en 3 ans de mariage, il avait eu au moins 5 relations extra-conjugales. La police demande à Justin Barber l'autorisation de fouiller son domicile. Il accepte sans rechigner. Il leur remet même son ordinateur. Il avait tout mis dans un carton pour le donner aux inspecteurs à leur arrivée. L'ordinateur de Justin est transmis à Chris Hendry du département d'informatique médico-légale de Floride. J'ai fait une copie du disque dur de l'ordinateur personnel de Justin. Ensuite, j'ai cherché tout ce qui avait pu être effacé, c'est-à-dire les dossiers et les fichiers supprimés. L'une des premières choses qui saute aux yeux de Chris Hendry est que Justin a téléchargé une chanson sur son ordinateur quelques heures avant la mort de sa femme.
Les paroles étaient violentes. Ça parlait de meurtre. Il s'agit d'une chanson du groupe Guns N' Roses intitulée I Used to Love Her. Les paroles disent « Je l'ai aimée mais j'ai été forcé de la tuer. Elle me rendait dingue. Je suis bien plus heureux comme ça. »